Vous êtes-vous déjà posé la question? Comment l'Iran, après avoir perdu sa marine, peut-il encore maintenir le détroit d'Ormuz fermé? Imaginez ce point névralgique de l'économie mondiale, ce passage le plus critique de l'approvisionnement énergétique global, le détroit d'Ormuz. La guerre récente entre l'Iran, les États-Unis et Israël a une fois de plus démontré à quel point cette voie maritime étroite est fragile. Comme vous le savez, à la suite des opérations aériennes et navales intensives menées par les États-Unis et leurs alliés, la marine conventionnelle iranienne, ses gigantesques frégates, ses corvettes et ses grands sous-marins à quai, y a été presque entièrement détruite. Du navire de projection avancé Makran jusqu'aux corvettes de classe Shahid Soleimani, la puissance navale de l'Iran a sombré dans les profondeurs. Donc c'est moi qui l'ai maintenu fermé. Nous en avons le contrôle total et il s'ouvrira lorsqu'ils concluront un accord ou lorsqu'il se produira quelque chose de très positif. Cependant, il y a ici un paradoxe qui mérite réflexion. Comment l'Iran, un pays qui a perdu la majorité de ses forces navales de surface, peut-il encore empêcher les États-Unis, qui disposent de porte-avions de dernière génération et de navires de guerre de classe Harlech-Burke dans la région, de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, ou même les dissuader de tenter de le faire? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions. Nous allons également présenter les scénarios possibles d'un conflit dans le détroit d'Ormuz. Mais avant de commencer la vidéo, un petit rappel. Si vous souhaitez découvrir les réponses à des questions comme celle de savoir comment l'Iran parvient encore à contrôler le détroit d'Ormuz, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes prêts, commençons. Tout d'abord, nous devons accepter une réalité. L'Iran savait depuis des années que cette guerre finirait par éclater et qu'il ne pourrait jamais remporter une guerre navale conventionnelle contre la marine américaine. Il savait parfaitement qu'affronter en haute mer les destroyers américains équipés des systèmes de combat avancés à Aegis reviendrait, pour Téhéran, à un suicide. C'est pourquoi il a consacré ses ressources à la construction de deux marines distinctes. L'une est la marine régulière qui a subi de lourdes pertes lors des derniers affrontements. L'autre, véritable force de frappe, est constituée des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique, directement rattachées au guide suprême. La stratégie de ces forces n'est pas de contrôler la mer, mais d'empêcher l'ennemi de l'utiliser. Vous pouvez imaginer cette approche comme une tactique de mort par 1000 coupures, où la cible est lente, massive et lourde, tandis que l'attaque est menée par des unités petites, rapides, nombreuses et sacrifiables. Mais si vous vous demandez ce que signifie exactement cette tactique de mort par 1000 coupures, expliquons, dis-le simplement, il s'agit d'une stratégie d'usure de l'Iran contre les États-Unis et Israël. Continuons. La stratégie iranienne pour contrôler le détroit d'Ormuz repose sur une structure intégrée massive qui combine des domaines de menaces multiples et simultanées. Ce dispositif s'active en même temps, par le haut avec des missiles balistiques, par le bas avec des mines intelligentes, en surface avec des vedettes rapides et partout avec des drones kamikazes. Le corps des gardiens de la révolution islamique est encore capable de déployer de petites embarcations rapides afin de perturber le transport maritime. On les appelle souvent la flotte de moustiques. Ces embarcations constituent un l'épine dorsale des forces navales des gardiens de la Révolution qui opèrent indépendamment de la marine régulière. Elles représentent la principale menace empêchant un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz. L'Iran dispose d'environ 10 000 vedettes d'attaque et embarcations rapides, en incluant près de 2000 bateaux appartenant aux milices Basij. D'ailleurs, selon des responsables iraniens et certaines sources internationales de défense, en cas de mobilisation totale, les forces maritimes des Basij pourraient déployer 33 000 embarcations civiles et paramilitaires, ainsi que 55 000 volontaires. Et ne prenez surtout pas ces embarcations pour de simples patrouilleurs. Nous parlons d'embarcations fabriquées en fibre de carbone, laissant une signature radar très faible et capable d'atteindre des vitesses de 150 à 200 km/h. Beaucoup sont équipés de mitrailleuses lourdes et de roquettes tirées à l'épaule, tandis que des modèles plus avancés, comme les classes catamaran Haïdar 110, Tariq et Somar, peuvent lancer en mouvement des missiles de croisière anti-navires d'une portée de 30 km. De plus, ces embarcations n'attaquent pas seules, elles sont mises à l'eau simultanément depuis des criques dissimulées, des grottes ou même des remorques de camions, puis attaquent une seule cible selon une logique d'essaim, depuis des dizaines de directions différentes. Leur objectif principal est de saturer et de faire s'effondrer les systèmes de défense rapprochés des navires de guerre modernes, en épuisant leurs munitions et en créant une confusion liée à la multiplicité des cibles. Autrement dit, l'Iran est capable de reproduire en mer les tactiques qu'il utilise pour percer les systèmes de défense aérienne israéliens et américains, mais la véritable clé stratégique reste les mines marines. N'oubliez pas que le moyen le moins coûteux et le plus efficace pour bloquer une voie maritime est l'utilisation de mines. On estime que l'Iran dispose de 2000 à 6000 mines marines d'origine soviétique, chinoise et de production nationale. Et à ce niveau, leur diversité tactique est tout simplement impressionnante. En plus des mines flottantes classiques, ils utilisent des mines d'influence qui se posent au fond de la mer et explosent en analysant le bruit des hélices du navire qui passe au-dessus, les métaux de sa coque ou encore la signature de pression qu'ils génèrent. Certaines de ces mines sont même équipées de GPS, ce qui permet de les activer ou de les désactiver à distance selon leur volonté. Leur détection est tout aussi difficile car elles ne sont pas posées uniquement par des navires militaires. Commençons d'abord par les mines à contact classiques, d'un autre temps mais toujours extrêmement meurtrières. L'Iran en possède en grand nombre, connues sous le nom de série Sadaf. Ces mines restent suspendues juste sous la surface de l'eau, à un niveau invisible à l'œil nu. Dès que la coque d'un navire touche leur pointe, une explosion massive se produit.
Mais les Iraniens ont modernisé cette technologie ancienne en l'intégrant avec les modules GPS mentionnés plus tôt, la rendant beaucoup plus sournoise. Imaginons qu'ils déposent discrètement ces mines dans une zone stratégique de mouillage. Lorsque leurs propres navires commerciaux ou des embarcations alliées passent, ils peuvent mettre la mine en mode veille à distance, la transformant en une masse métallique inoffensive. En revanche, lorsqu'un destroyer américain ciblé ou un pétrolier d'un pays rival s'approche de ces coordonnées, ils peuvent réactiver le système instantanément. Les mines de la série Maham, produites localement en Iran, notamment les modèles Maham 3 et plus récemment Maham 7, sont des dispositifs extrêmement intelligents qui reposent silencieusement au fond de la mer. Il n'est même pas nécessaire qu'un navire les percute physiquement pour qu'elles explosent. Leurs capteurs avancés agissent comme s'ils écoutaient sous l'eau. Ils peuvent reconnaître instantanément la signature acoustique spécifique des énormes hélices d'un navire de guerre ou bien détecter la variation instantanée de pression dans l'eau lorsqu'un gigantesque navire en acier de centaines de milliers de tonnes passe au-dessus. Ainsi, elles peuvent distinguer s'il s'agit d'un simple petit bateau de pêche ou d'un immense navire de guerre et explosent à la milliseconde précise où la cible se trouve au point le plus vulnérable sous sa quille. Mais parmi tout cet arsenal, il en existe une qui atteint un niveau véritablement terrifiant pour les marins, la mine de fond à propulsion par roquette d'origine chinoise appelée EM-52. Ce qui distingue cette mine des autres est une caractéristique particulièrement effrayante. Elle peut être placée à des profondeurs bien plus importantes dans des zones extrêmement difficiles à détecter. Dès qu'une cible présentant une signature magnétique ou acoustique importante passe au-dessus, elle déclenche le lancement d'une roquette depuis son propre dispositif. Cette roquette traverse l'eau à une vitesse incroyable en remontant à la verticale pour frapper directement le navire. Des bateaux de pêche en bois impossibles à distinguer du trafic civil ou encore de petits sous-marins de poche de 29 mètres peuvent poser ces mines en toute discrétion dans l'obscurité de la nuit ou dans des eaux peu profondes. Mais leur capacité ne se limite pas à la mer, leur véritable pouvoir dissuasif réside en réalité sur Terre. Cette vaste chaîne de destruction externe, autrement dit, leur parapluie de missiles. Ils ont structuré l'arsenal de missiles le plus étendu du Moyen-Orient de manière à couvrir l'ensemble du golfe Persique et de la mer d'Oman. En plus des missiles de courte et moyenne portée tirés depuis des batteries côtières comme les Nour et Kader, ils disposent également de missiles balistiques anti-navires appelés Kalifars. Imaginez une ogive massive de 60-50 kg plongeant directement depuis le haut à une vitesse supérieure à 3 fois celle du son guidé par des systèmes électro-optiques. Le Zolfaghar Bazir étend encore cette portée mortelle jusqu'à 700 km. Mais peut-être que les plus dangereux de tous sont les missiles anti-radar tels que Hormuz 1 et Hormuz 2. Ces missiles frappent directement en suivant les ondes radar de leur cible. Autrement dit, lorsqu'un navire de guerre américain est obligé d'allumer son radar pour détecter les missiles qui arrivent sur lui, il se désigne en réalité lui-même comme cible pour ces missiles. Il existe aussi une dimension sous-marine et sans équipage. Il faut savoir que les eaux peu profondes, chaudes et extrêmement complexes sur le plan acoustique du golfe Persique constituent un véritable cauchemar pour les grands sous-marins nucléaires. Si l'on ajoute à cela les véhicules navals sans équipage et les drones que l'Ukraine a utilisés avec succès en mer Noire et que l'Iran a transférés vers le détroit d'Ormuz, on comprend comment l'Iran parvient encore à maintenir son emprise sur le détroit. Mais une question se pose alors, avec l'énorme puissance aérienne des États-Unis, leurs satellites et leurs réseaux de renseignement, comment l'Iran protège-t-il tous ces systèmes des bombardements? La réponse se trouve dans les profondeurs des montagnes. Le plus grand investissement stratégique de l'Iran réside dans ses villes souterraines de missiles et de forces navales. Ces installations construites à 500 mètres sous la surface sont situées à une profondeur que même les bombes anti-bunker les plus puissantes capables de percer le béton ne peuvent atteindre. À l'intérieur de ces réseaux de tunnels qui s'étendent sur des kilomètres, on trouve des systèmes ferroviaires automatisés pour transporter les missiles, d'immenses dépôts de munitions et des silos de lancement verticaux. Le plus remarquable, c'est que ces installations disposent d'énormes portes blindées, résistantes aux explosions, qui s'ouvrent directement sur la mer ou sur des criques secrètes. Les vedettes rapides et les véhicules sans équipage chargés d'explosifs sortent directement de ces tunnels vers la mer. Ils frappent selon une tactique de frapper et disparaître, puis retournent sous terre en quelques secondes et disparaissent. C'est précisément pour cela que, même si les ports conventionnels en surface sont totalement détruits, ces ruches cachées dans les montagnes restent intactes et poursuivent leurs opérations. D'ailleurs, dans les vidéos publiées par les États-Unis, toutes les vedettes rapides amarrées ou stationnées dans les ports ont été ciblées et détruites. Nous avons vu ces images, mais beaucoup d'autres restent dissimulées en attente. Transformons maintenant toute cette théorie en scénario. Imaginons qu'un destroyer américain ou un gigantesque pétrolier entre dans le détroit d'Ormuz. Comment l'Iran pourrait-il attaquer une telle cible sans sa marine conventionnelle? À l'approche du navire, la cible serait d'abord verrouillée grâce à la transmission de ses coordonnées précises vers les centres souterrains, soit par un bateau ressemblant à un simple pêcheur civil, soit par un petit drone volant à haute altitude. Ensuite, le premier contact physique commencerait avec des essaims de drones kamikazes bon marché. L'objectif ne serait pas de couler immédiatement le navire, mais d'aveugler ses systèmes radars et d'épuiser ses munitions de défense rapprochées extrêmement coûteuses. Pendant que le navire tente de faire face à ces drones, des missiles seraient lancés simultanément depuis l'intérieur des montagnes et depuis des batteries côtières mobiles. Des missiles chasseurs de radar plongeraient d'en haut, des missiles balistiques entreraient dans l'atmosphère à plus de 3 fois la vitesse du son,
et au même instant, des missiles de croisière rasant la surface de la mer apparaîtraient à l'horizon. Face à cet ensemble terrifiant de menaces venant de vitesses, d'altitudes et d'angles totalement différents, le navire serait littéralement paralysé. Au moment précis où cette pluie de missiles affaiblirait ses défenses, des dizaines de vedettes rapides surgiraient des grottes côtières à une vitesse de 150 km/h, encerclant le navire et lançant des roquettes depuis toutes les directions. Et au cœur de ce chaos, alors que le navire tente de manœuvrer pour s'échapper, il tomberait sur une mine d'influence placée sur sa trajectoire de fuite. En réalité, au cœur de la stratégie iranienne se trouve aussi une logique économique. De la même manière qu'elle applique une stratégie d'usure contre les systèmes de défense aérienne israéliens, les bases américaines et les radars à l'aide de drones et de missiles balistiques, elle peut reproduire exactement la même approche en mer. Une mine qui leur coûte entre 1500 et 3000 $ se traduit pour l'adversaire par des pertes de plusieurs millions de dollars par jour en raison de la hausse des primes d'assurance, des coûts des flottes de déminage et de l'arrêt du trafic commercial. Pour neutraliser un drone kamikaze d'une valeur de 20 000 à 50 000 $, il faut tirer des missiles d'interception avancés dont chacun coûte entre 2 500 000 et 4 millions de $. Avec une vedette d'attaque produite pour quelques centaines de milliers de dollars, ils peuvent menacer un destroyer valant des centaines de millions, voire jusqu'à 2 milliards de $. Autrement dit, un navire de guerre peut être contraint de dépenser des centaines de millions de dollars en munitions simplement pour repousser 50 drones bon marché. Et lorsque les missiles de ces systèmes de lancement vertical sont épuisés, le navire devient une cible vulnérable au milieu de la mer et doit inévitablement retourner au port. Chaque jour où le détroit reste fermé efface des milliards de dollars de l'économie mondiale, fait grimper les prix de l'énergie et brise les chaînes logistiques. Mais cet impact affecte aussi négativement l'Iran. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont rien. En réalité, leur dirigeant, c'est un changement de régime, vous pouvez appeler cela un changement de régime imposé, mais nous sommes en train de parler avec eux. Ils voulaient à nouveau fermer le détroit comme ils le font depuis des années et ils ne peuvent pas nous faire chanter. La marine américaine impose actuellement un blocus du détroit d'Ormuz. Elle ne permet pas le passage des navires quittant l'Iran. De son côté, l'Iran continue de maintenir le détroit fermé. Selon Bloomberg, l'Iran est à court de capacité de stockage pour son pétrole. Il ne lui resterait qu'environ 12 à 22 jours de capacité. En raison du blocus naval américain, les exportations ont chuté d'environ 70%, ce qui a presque totalement interrompu les expéditions via le détroit d'Ormuz, empêchant tout passage de pétroliers. Si cette situation perdure, l'Iran pourrait être contraint, d'ici la mi-mai, de réduire sa production d'environ 1,5 million de barils par jour. Malgré le blocus américain, le détroit reste l'un des principaux atouts de l'Iran. Selon Donald Trump, ce n'est pas l'Iran qui a fermé le détroit, mais au contraire les États-Unis. Il a également déclaré récemment que l'Iran demandait à Washington de rouvrir le détroit d'Ormuz. En résumé, la destruction de la marine iranienne n'a pas totalement résolu l'équation du détroit d'Ormuz en faveur des États-Unis et de leurs alliés. Le pouvoir à Téhéran peut, grâce à ses réseaux de tunnels, à des milliers de vedettes rapides et à des mines intelligentes, rendre ces eaux inutilisables sans même remporter une guerre conventionnelle. Il semble que, même si leur marine a sombré, la flotte de moustiques cachée dans les montagnes et les mines invisibles au fond de la mer continueront de menacer pendant longtemps encore cette artère vitale du commerce mondial.